Alors nous avons pour la première fois une collaboration avec deux organisateurs de salon qui sont Solutions RH et Salon CE pour un débat d'actualité. Quel dialogue social après les ordonnances Macron? Et nos invités sont donc Philippe Louis, président de la CFTC, et Jean-Luc Placé de PCW, mais anciennement MEDEF, et toujours au MEDEF d'ailleurs. Toujours au MEDEF. Donc la première question, c'est ce plus gros bouleversement depuis les lois Auroux, parce que je pense qu'il n'y a pas eu de plus gros bouleversement depuis les lois Auroux, change les règles du jeu en matière de dialogue social dans l'entreprise entre l'employeur et le représentant du personnel. Alors on va peut-être, dans l'ordre, faire parler le syndicaliste, puis le représentant de l'employeur, pour voir, côté représentant des salariés, quels sont les vrais changements et savoir comment ils sont appréciés de part et d'autre de la barrière, si c'en est une, alors que ça ne devrait pas en être une, que sont les représentants des salariés, les représentants des employeurs. Alors Philippe, bonjour et merci d'être venu. Bonjour. Et merci pour ta fidélité sur le plateau de Salon CE. Et merci à Jean-Luc par la même occasion. Comment le syndicaliste considère ces changements des règles du jeu? Alors déjà, au moment des ordonnances, bon, vous savez qu'il y a eu quand même des concertations qui ont été menées. Juste pour dire que ces ordonnances, en fait, ce ne sont pas les organisations syndicales qui tenaient la main pour les écrire, c'est bien le gouvernement. Il y a un cadre qui a été fixé, un cadre relativement contraint, mais par contre, dans ce cadre, on a pu négocier. Nous, il y avait une disposition qui était pour nous très très importante, c'était une de nos lignes rouges, c'était l'articulation justement des normes, cette fameuse hiérarchie des normes. Donc ce qu'on ne voulait pas, c'est voir s'inverser cette hiérarchie des normes. C'est-à-dire qu'il fallait qu'à un certain moment, on ait toujours le code du travail, les conventions collectives et ensuite la négociation d'entreprise. Donc je pense que ça, on l'a obtenu et dans les ordonnances, on n'a pas remis en cause cette hiérarchie des normes. On a effectivement toujours les conventions collectives qui fixent des règles. Alors, dans un certain nombre de domaines, mais si on regarde la loi El Khomri et les ordonnances, on peut presque dire qu'on a rajouté des domaines où la convention collective a vraiment le leadership et on ne peut pas déroger des dispositions de la convention collective. Ensuite, on a effectivement assoupli et il y a des dispositions qui avant pouvaient être négociées dans une convention collective, devaient être verrouillées par les partenaires sociaux au niveau de la convention collective. À partir du moment où c'était verrouillé, on ne pouvait plus le négocier en entreprise. Donc là, il y a moins de dispositions qui sont inscrites donc, au niveau de ce deuxième bloc. Et ensuite, il y a le troisième bloc. Le troisième bloc, c'est quoi? C'est tout ce qui est négociable en entreprise. Mais on a quand même veillé à ce que, en fait, s'il y avait quelque chose de négocié au niveau d'une convention collective, ça reste applicable dans l'entreprise. Donc, tout ce qui est négocié au niveau de la convention collective est applicable de plein droit en entreprise. Le grand changement de la loi Macron ou des ordonnances, c'est qu'en fait, aujourd'hui, au niveau de l'entreprise, on peut s'emparer de ces dispositions et les négocier en entreprise. Alors, il y a des dispositions qui nous dérangeaient fortement. Quand je vais vous dire que les primes qui étaient négociées avant dans la convention collective, on peut toujours négocier ces primes, mais par contre, on peut les remettre en cause au niveau de l'entreprise. Alors, ça peut être effectivement... De même pour le temps de travail, d'ailleurs. Pour le temps de travail, je pense que là, les ordonnances n'ont pas changé grand-chose. La loi El Khomri ou même les lois avant Rebsamen ou même la loi de 2008 avait déjà ouvert beaucoup de possibilités de déroger à la négociation sur le temps de travail. Donc là, ça ne va pas en rajouter. Je pense que là, les portes étaient vraiment déjà ouvertes. Donc là, on affirme qu'elles sont ouvertes, mais les portes étaient ouvertes. Et ça date d'un certain... On parlait avant, on s'est connus en 98. 98, c'était l'époque des 35 heures. Souvenez-vous, les lois Aubry, quand on négociait un accord 35 heures, généralement, on avait mis en face la flexibilité du temps de travail et l'annualisation. Et généralement, tous les accords 35 heures... Ça avait commencé avant avec de Robien. Ça avait commencé avant avec de Robien,
avec effectivement. Donc vous voyez, sur le temps de travail, il n'y a pas, à mon avis, il n'y a pas beaucoup plus d'ouverture. Donc où il y a beaucoup plus d'ouverture de fait, c'est effectivement sur les primes et sur tous les accords de branche qui peuvent se faire. Alors, on va prendre maintenant l'avis du patron, c'est celui qui représentera le patronat aujourd'hui. Jean-Luc, est-ce que c'est... Alors, déjà, on va peut-être tordre le cou à un canard. Est-ce que c'est une vieille revendication du MEDEF que d'avoir cet assouplissement et ces facilités pour le patron de prendre des décisions dans l'entreprise en arrachant quelques pages du Code du travail? Oui, enfin là, tu simplifies tout de même un peu à l'extrême, mais enfin bon. C'est exprès. Qu'est-ce que je veux dire? Premièrement, on a été satisfait, c'est vrai globalement, parce que la négociation, pour nous, doit être sur le terrain. Donc, alors la hiérarchie des normes, je connais tout de même aussi un peu, mais l'idée, on n'a pas eu tout ce qu'on a voulu, mais l'idée d'élargir le sac, entre guillemets, de la négociation d'entreprise était pour nous extrêmement intéressant et extrêmement important. Bon, même s'il y a des blocages, on y reviendra d'ailleurs, moi j'aimerais bien qu'on parle de paritarisme aussi tout à l'heure, tu nous relanceras là-dessus. Donc premièrement, l'idée que ça se fasse au plus près du terrain. Il y a une autre idée pour nous très importante, mais je sais qu'elle peut choquer mes collègues et amis des organisations syndicales, c'est que la France est très centrée sur justement les conventions collectives, justement la centralisation. Si vous voulez, si on aboutit à des entreprises qui marchent très bien, qui pourraient faire plus, du coup qui font moins, et des entreprises qui ne marchent pas bien, pour lesquelles l'application de la convention collective est un truc un peu bizarre. On voulait casser ça. C'est vrai qu'on n'a pas réussi, mais le chemin pour nous qui est de dire, mais je sais très bien que culturellement c'est anti-français, c'est de dire que l'ouverture, la négociation, les avantages, etc., dépendent de la situation de l'entreprise et peut-être un peu d'autre chose, mais pas seulement de l'autre chose. Alors, les ordonnances pour nous ont été une ouverture. On va voir un peu comment on va le négocier, parce que pour le moment, il y a quelques éléments dans quelques entreprises. Si vous voulez, ça marque, mon collègue le sait bien, nous sommes dans une situation économique qui est, entre guillemets, pas mauvaise, mais alors dans lequel il y a tranché des fédérations ou des secteurs économiques qui vont très bien, et là, la négociation va bien, et des secteurs économiques qui vont pas bien, même pas bien, dont certains pas bien du tout, dans lequel la négociation va pas bien. Donc, si vous voulez, ça a mis en avant peut-être l'épuisement de notre très vieux système qui a plusieurs dizaines d'années, où on pouvait considérer le développement économique comme global, avec certains mieux et certains moins bien. Là, le développement économique est beaucoup plus segmenté. Alors, est-ce que nous allons aller jusqu'à une segmentation un peu plus importante? On peut en discuter. Mais est-ce que c'était la priorité que de réformer le Code du travail en France pour relancer notre économie, ou est-ce que la priorité, elle n'aurait peut-être pas été de revenir sur certaines directives européennes, comme celle des travailleurs détachés, par exemple? Ça, c'est encore une autre chose. Les travailleurs détachés, c'est un sujet que je connais tout de même pas trop mal. Si tu veux, on va y revenir sur les détails des ordonnances si tu le souhaites et si nos amis le souhaitent. Mais c'est le sujet. Bon. Là, pour moi, le plus important, et c'est vraiment... Bon, moi, j'ai été 8 ans au conseil exécutif du MEDEF. Là, depuis 3 ans, je suis au comité statutaire du MEDEF. Je connais bien, j'étais président d'une fédération professionnelle. Bon, je connais un peu mon sujet. Je suis très sensible au paritarisme et à la négociation. Très sensible. Là, il y a un acteur nouveau, il y a un acteur qui joue un jeu un peu nouveau, qui est effectivement l'État, qui a l'air moins enthousiaste par le paritarisme, enthousiasmé par le paritarisme que même certains types bizarres comme moi. Beaucoup de choses comme la formation professionnelle ou autre, l'État fait une rapine furtive. Et l'inconvénient chez moi, peut-être comme chez vous, c'est qu'on s'aperçoit que l'État, au travers des ordonnances, nous a donné des choses qu'on n'a jamais pu avoir dans du paritarisme. Et ça
c'est à la fois, bon, je ne peux pas être contre la volonté de mes mandants, hein, comme vous, évidemment, mais d'un autre côté, ça ouvre une sacrée porte, ça. Hein. Alors, là, en l'occurrence, bon, l'Europe est une chose, bon, les travailleurs détachés, bon, très bien. Ça, alors là, je peux te dire que chez moi, j'ai des vigoureux contempteurs du travail détaché. J'ai d'autres qui en profitent scandaleusement, hein, je suis de ton avis. Mais moi, j'ai les deux catégories en même temps, figure-toi. Bon. Mais le plus important dans toute cette affaire d'ordonnance, c'est comment on va faire avec les organisations syndicales pour essayer, pour ça que j'aime bien moi la négociation de terrain, parce qu'il faut qu'on fasse un peu de bottom-up, c'est-à-dire il faut faire remonter à nos instances nationales ou de fédérations, mais il faut faire remonter une série d'idées nouvelles de terrain. Si c'est ça, c'est peut-être pas mal. Je ne sais pas si on saura le gérer, mais le top-down, là maintenant, sur le plan aussi bien patronal que syndical, ne marche plus très bien. Alors, tu as parlé du paritarisme, on va reparler du paritarisme, Ah oui, oui, parce que ça c'est quand même primordial. J'ai l'impression, enfin, c'est pas comme moi d'ailleurs, qu'on va vers la fin du paritarisme, avec plus que les ordonnances, avec l'ambiance générale de ces temps-ci, on va vers la fin du paritarisme. Il y a une volonté de tuer ce paritarisme qui est le modèle français. Mon collègue va s'exprimer, mais moi, ça me fait peur. Je fais partie de l'aile patronale. Je lutte. Alors, vous savez que nous sommes en pleine élection, pas en pleine élection, mais enfin en plein bouillonnement électoral. Bon, et je reprends beaucoup de mes collègues qui sont trop contents de dire le paritarisme, etc., etc. Bon. Moi, je crois que le paritarisme reste absolument ce qu'il y a de mieux. Il faut qu'on change beaucoup de choses dans nos méthodes de négociation. Peut-être nous avons parfois trop bureaucratisé, trop technocratisé nos négociations, c'est vrai. Je crois que c'est le point de base, le paritarisme. Mais là, on est en train de se faire rapiner furtivement par l'État ou par le gouvernement. Et là, il y a effectivement des gens qui disent, écoutez, et chez nous, ça marche très bien, hein, écoutez, on vous a obtenu des choses que vous n'aviez pas obtenues dans les négociations paritaires. En plus, vous ne savez pas gérer vos institutions paritaires. Bref, moi, j'y vois un moyen peut-être de revenir en nous-mêmes et de savoir qu'est-ce qu'on a fichu et comment on a géré ce dont nous étions responsables. Alors, Philippe, sur le paritarisme, quel est ton sentiment par rapport à... Est-ce que tu penses que le paritarisme est en danger ou est-ce que tu penses qu'il faudrait peut-être que le MEDEF ou les organisations syndicales sachent quelquefois se mettre d'accord pour dire à l'État « c'est pas la peine que vous interveniez, on sait très bien et on a l'habitude de dialoguer ». Alors, déjà, moi je pense qu'on est dans une situation particulière, avec l'arrivée d'un président de la République qui a décidé de réformer, qui a annoncé ce qu'il allait changer, tous les changements qu'il voulait faire. On le voit sur le travail, on le voit sur la formation, sur l'apprentissage, sur le chômage, il a annoncé clairement. Moi, j'ai pu le rencontrer parce que vous savez qu'il a concerté les organisations syndicales. Voilà, il a été clair, il a dit « j'ai des promesses électorales et ça, je le mettrai en place, que vous soyez d'accord ou pas d'accord ». Donc certaines dispositions de son programme, il les met en place et on le voit très bien. Et donc sur chacune des réformes, il avait ce qu'on peut appeler ses lignes rouges à lui, ou du moins ses buts à atteindre. Les buts à atteindre, on les a vus. Dans la réforme des ordonnances, il y avait deux choses où il n'était pas question de bouger. C'était le plafonnement des indemnités prud'homales et c'était l'instance unique dans les entreprises. Après tout le reste, il y avait un cadre. Donc c'était déporter le maximum la négociation dans l'entreprise pour donner plus de latitude aux partenaires sociaux pour négocier dans l'entreprise. Et là, dans ce cadre, après, on a pu effectivement négocier. Alors, il y a d'autres dispositions, mais en fait, c'est comme ça que ça fonctionne chez ce président de la République. À chaque fois, il annonce négociation chômage, je veux ouvrir aux démissionnaires, je veux ouvrir aux indépendants. Donc là, le cadre est clairement fixé. Je vous renvoie la balle. Dites-moi ce que vous mettez dans ce cadre. Redonnez-moi votre copie. Je vous dirai si elle m'intéresse, si elle va dans mon sens. Et là, on l'a vu.
Il a dit, OK, c'est pas trop mal sur cette partie-là. Vous avez mis des délais un petit peu trop longs. Moi, je les raccourcis parce que sinon, je suis plus dans mon cadre. Voilà, il a recadré, mais il a quand même tenu de compte. Sur la formation professionnelle aussi. Après, sur la gouvernance, je pense que là aussi, il avait été clair, mais le signal avait été donné au moment où il a transformé les cotisations salariales en CSG. Ça voulait bien dire que, quelque part, l'État, cette CSG, en prenait le contrôle et donc pouvait effectivement la flécher plus ou moins. C'est tout le problème de cette négociation. Mais en règle générale, donc, je dis le paritarisme n'est pas bafoué dans la mesure où on nous dit clairement ça sera comme ça. Maintenant, négocier dans ce cadre. Donc, on nous fixe le cadre. Bon, voilà, on l'accepte et on ne l'accepte pas. On voit qu'il y a des organisations syndicales qui l'ont accepté et d'autres qui l'ont complètement refusé. Et on voit bien un petit peu comment ça a pu se faire. Alors, on va revenir dans l'entreprise. Comment le syndicaliste voit le dialogue social avec l'employeur et son représentant, le DRH. Et là, Jean-Luc représente aussi bien les DRH, puisqu'il vient d'IDRH, il est chez PCW. Donc, alors qu'on va réduire le nombre d'élus, on va réduire le nombre d'heures, on va fusionner, on va donner plus de missions et moins de budget. Comment un représentant du personnel va pouvoir travailler dans ces conditions? Alors là, ce fameux CSE, est-ce qu'il y a réellement moins de budget et moins d'élus? Alors, j'en suis honnêtement pas persuadé. Quand vous regardez le nombre d'élus qu'il y aura dans ces CSE, en gros, pour se donner une idée, c'est simple. Vous prenez les élus du CE, vous prenez les délégués du personnel, vous les additionnez, vous avez le nombre d'élus dans ce CSE. Certes, il y avait les membres de CHSCT, d'accord? Ensuite, quand on regarde la réalité, comment ça se passe aujourd'hui? Dans une entreprise, généralement, les membres du CE, pas rare qu'ils soient en même temps délégués du personnel, voire membres du CHSCT. C'est-à-dire que pour trois postes, vous n'aviez qu'une personne. Ce qui change, et ce qui peut peut-être poser problème, c'est que demain, vous aurez l'obligation d'avoir 3 personnes. Parce que vous ne pourrez pas dire, je cumule 2 postes de membres de CSE. Donc, c'est 3 personnes. Donc, qui est moins de monde, j'en suis pas certain. Parce que, encore une fois, il n'y a plus de possibilité de cumul. Ensuite, le nombre d'heures, on a fait à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on a pris les heures des membres CE, DP, et on les a cumulées. Et donc, c'est ce cumul. Donc, les heures sont réparties un peu différemment, c'est-à-dire que les délégués du personnel qui avaient moins d'heures que les membres de CE, du coup, se retrouvent avec plus d'heures, et les membres de CE un tout petit peu plus. Donc, globalement, on a effectivement moins d'élus, enfin, ou le même nombre d'élus, mais moins de personnes impliquées si je considère que les membres de CHSCT ne sont pas des élus, mais étaient des gens qui étaient désignés par les CE et les DP. Et le nombre d'heures, en fait, est plus réparti. Alors, ce qui peut poser problème, c'est la disponibilité des membres du CESE, parce qu'aujourd'hui, quand vous cumulez 3 mandats, vous aviez les heures CE, les heures DP, les heures CHSCT. Aujourd'hui, si vous avez plus que les heures CE et DP, et réparties sur plusieurs personnes, chaque personne peut avoir moins d'heures que pour ceux qui cumulaient. Donc on aura peut-être beaucoup plus de difficultés à avoir des gens beaucoup plus impliqués au sein d'un CE, au sein d'une entreprise. Ça peut être effectivement problématique. Il y a des heures qui sont mutualisables. Peut-être que... Alors, c'est ce qu'on a obtenu aussi dans la négociation. C'est-à-dire qu'avant, les heures entre membres de CE, titulaires, suppléants, il fallait que le suppléant ne soit pas là pour que le titulaire puisse les prendre. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de donner des heures à son suppléant, même si vous êtes là, même si vous participez à la même réunion, vous pouvez donner des heures à des suppléants qui, du coup, peuvent aussi faire du boulot. Donc, on peut, mais ça demande aussi, au niveau de la section syndicale, de beaucoup plus partager, de travailler ensemble, de manager une équipe.
d'avoir à la limite un leader au milieu de tout ça. Je dirais en un mot, tout ça se professionnalise. Donc c'est plus chacun de son côté, les DP et les CE. Vous savez, on a tous connu ça, des DP qui ne savaient pas ce qui se passait au CE ou des membres de CE qui ne savaient pas ce qui se passait au DP. Donc là, en fait, tout le monde sera au CE, tout le monde sera au DP et tout le monde sera au CHSCT. Alors, sur les budgets. Alors, sur les budget CE, ça ne change pas grand-chose. À la limite, à la marge, c'est même un petit peu réévalué pour les... On a changé le mode de calcul. On n'est plus sur le compte 641, on est sur l'article 142 du Code de la Sécu. Globalement, ça va profiter aux grandes entreprises, ça ne profitera pas aux petites, je suis d'accord. Mais ça ne va pas remettre en cause le budget CE tel qu'il existait avant. Ou ça peut remettre en cause, pour les CHSCT, par exemple, on avait effectivement des CHSCT qui avaient pas mal de moyens parce que l'entreprise donnait des moyens supplémentaires au CHSCT. Mais vous savez comme moi que le CHSCT, si l'entreprise ne lui donnait rien, les moyens, ils étaient quand même réduits à peau de chagrin. Il fallait que l'entreprise donne. Et le CE, à la limite, ne pouvait même pas aider les membres de CHSCT. Là, ils ont pu un budget spécifique, mais ils peuvent utiliser aussi le budget de fonctionnement du CE pour fonctionner, pour avoir... Donc, quelque part, ils peuvent avoir même plus de moyens. Ils peuvent avoir plus de moyens qu'aujourd'hui. Là, vous avez tous connu ça comme moi. Quand il fallait acheter un code du travail à chaque membre du CHSCT, c'était la galère. Il fallait se débrouiller pour qu'on puisse avoir... et de temps en temps, les organisations syndicales étaient même obligées de les payer. Là, ça ne posera pas de problème. Le CE paye un code du travail aux membres du CSE qui sont chargés de l'hygiène et de la sécurité, et ça devrait pouvoir. Je pense que ça peut, encore une fois, mais ça va demander beaucoup d'organisation, ça va demander beaucoup d'entente entre les partenaires au sein du CSE, entre les organisations syndicales. C'est clair que si au sein du CSE, on se fait la guerre entre organisations syndicales, on va avoir quelques soucis. Ça, c'est déjà vrai aujourd'hui, ça. Ça, c'est déjà vrai aujourd'hui, ça. Ça, oui, mais on a des entreprises où tout le monde travaille en osmose et ça se passe très bien. Donc, voilà, il y a des possibilités de faire. Maintenant, encore une fois, ça demande de se parler, ça demande de s'organiser, ça demande de se professionnaliser. Et si tout ça se fait, je pense que l'entreprise aura en face d'elle des gens plus au courant de ce qui se passe un peu partout, des membres de CSE qui pourront être peut-être plus pertinents parce qu'ils sauront exactement ce qui se passe. Alors, Jean-Luc, est-ce que ça a simplifié la vie des DRH, enfin de la direction de l'entreprise? Parce que dans certaines entreprises, c'est le DRH qui a le mandat pour diriger toutes ces réunions de dialogue social, et dans d'autres endroits, c'est le patron. Donc, est-ce que ça a simplifié la vie de l'employeur? Attends, je vais revenir un tout petit peu en amont parce que ce que mon collègue a dit me paraît vraiment très, très important. Alors, moi, je suis très partisan du comité social et économique. Bon, ça fait longtemps. Ça fait longtemps parce que moi, mon métier, c'est de faire de l'organisation d'entreprise. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, la transformation d'entreprise ne se fait pas sans les hommes et ne se fait pas sans la connaissance des hommes. Et là, un outil sur la stratégie, sur l'organisation, sur le social, j'ai noté situation économique et financière, politique sociale, orientation stratégique de l'entreprise, un outil où l'entreprise, entre guillemets, est un peu forcée d'échanger des informations là-dessus, moi, me va bien, me va même très bien. Et il faut continuer là-dedans. Deuxièmement, professionnalisation, je suis tout à fait de votre avis. Je fais partie des gens qui considèrent qu'il faut absolument que les DRH, justement, essayent de regarder des carrières de délégués des syndicaux, des carrières de responsables syndicaux pour essayer de rendre plus fluide la période opérationnelle et la période, entre guillemets, syndicale. Ça, je crois que c'est sain et qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Alors, quelle est la difficulté? Alors, la difficulté, c'est il y a des mondes que j'ai appris à connaître, évidemment, entre la grande entreprise et la PME.
Dans une grande entreprise, malheureusement, le patron est assez loin de tout ça. Comme tu l'as dit, il délègue au DRH. Moi, j'ai connu une époque, quand j'ai commencé ma carrière, il y a malheureusement très longtemps, mais il y a une période où des patrons de grandes entreprises passaient, entre guillemets, sur le social au moins une demi-journée par semaine, voire pour certains une. Aujourd'hui, parce qu'il y a des voyages dans le monde entier, s'ils passent une demi-journée par mois, c'est le bout du monde. Le DRH peut beaucoup de choses, mais le lien entre le patron d'entreprise et la vie économique et sociale de son entreprise, peut-être que cet organisme de comité social et économique de CSE ira. Deuxièmement, encore une fois, moi j'insiste sur la carrière. Les DRH, j'ai connu une époque où ils étaient très administratifs, ils faisaient du droit social. Maintenant, un bon DRH fait plein de choses, en organisation, en stratégie, en économie, etc. Il est bon, et d'ailleurs dans les ordonnances, il y a des éléments pour favoriser la formation des délégués ou des représentants syndicaux, de favoriser dans les grandes écoles ou dans des universités des formations beaucoup plus larges sur la vie de l'entreprise. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, bottom-up, s'il y a de bonnes idées, elles seront faites à partir d'une professionnalisation de chacun. Déjà le DRH, évidemment, mon chef d'entreprise, oui, un patron de PME qui est extraordinairement inquiet par définition et qui a peur de s'en mêler, doit aussi rentrer dans ces détails. Quelque part pour moi, le CSE, une bonne utilisation du CSE, un bon dialogue social de terrain, un bon échange d'informations sur la stratégie et la vraie vie de l'entreprise me paraît extraordinairement sain et riche d'avenir. Alors, je vais citer Jean Roux. J'avais interviewé Jean Roux et je lui avais dit, est-ce que vous pourriez aujourd'hui refaire les lois Roux? Il m'a dit non. J'ai dit pourquoi? Il dit parce qu'à l'époque, quand j'ai fait les lois Roux, quand j'allais voir un patron de la sidérurgie, c'était un sidérurgiste. Aujourd'hui, si je retourne le voir, c'est un banquier. Donc on ne parle pas de la même manière avec un industriel qu'avec un banquier. Tu exagères, mais ce n'est pas complètement faux. Et donc, ces règles du jeu, enfin, les acteurs ayant changé, les règles ont changé parce que les référentiels ne sont plus les mêmes. Et que donc, on ne peut pas aujourd'hui considérer que le social a la même place dans la vie du chef d'entreprise ou du DRH qu'à l'époque où c'était des industriels. Et c'est ce qui fait peut-être qu'aujourd'hui, les représentants des salariés voient d'un mauvais œil ces choses-là qui visent à ne faire que du profit supplémentaire en dépit des conditions sociales des travailleurs. Non, enfin, tu caricatures tout de même un petit peu. Bon, alors il est exact que les sociétés sont devenues, enfin les grands groupes. Encore une fois, là, il y a vraiment des segmentations à faire, hein. Alors, les grands groupes sont des groupes mondialisés, avec souvent plusieurs métiers à la fois. Celui qui est à la tête de ça a des enjeux très différents d'un patron de la sidérurgie il y a 40 ans, etc., etc. Bien. Non, moi je crois que ce qui est très important, encore une fois, c'est que la situation économique est beaucoup moins homogène qu'elle ne l'était il y a 40 ans. Là, les salariés, à mon avis, mais pas tous, ont à gagner, à suivre, à travailler sur la situation économique de l'entreprise et les conséquences, je l'espère, bonnes pour eux. Parfois mauvaises, mais en tout cas bonnes pour eux. C'est anticulturel en France. Je suis lorrain, je viens de Metz, donc je ne connais pas trop mal les deux côtés de la frontière. D'ailleurs, nos voisins nous ont envahis de temps en temps, donc ils sont venus chez nous nous voir de près. Mais la situation économique, la situation sociale est radicalement différente. C'est-à-dire que la France a cherché à homogénéiser le monde du travail, à essayer encore une fois de faire du top-down. Tout le monde à peu près logé à la même enseigne, c'est-à-dire une partie fixe et une partie variable laissée, mais au-delà des conventions collectives. Les Allemands ne fonctionnent pas comme ça. C'est-à-dire il y a des segments, on dit toujours en Allemagne, il y a des entreprises en or, des entreprises en acier et des entreprises en bois.
Alors les entreprises en or, on voit très bien, donc ils ont essayé de négocier 28 heures, etc. C'est pas trop marché, mais bon. Mais il n'y a pas cette homogénéité chez nous. Je n'irai pas jusqu'à l'Allemagne, parce que nous n'avons pas du tout la même culture, mais incontestablement, j'ai été président d'une fédération, la fédération Syntec. Nous avions 80 000 entreprises, 950 000 salariés. Nous sommes un métier du tertiaire, nous sommes un métier sophistiqué entre l'ingénierie, le numérique, le conseil, la formation. Bon. Mais curieusement, là-dedans, il y avait des boîtes qui marchaient très très bien, et d'autres qui marchaient moins bien. Et j'avais beaucoup de mal à mettre tout le monde d'accord sur des accords de branche, parce qu'encore une fois, les situations économiques n'étaient pas évidemment les mêmes. Donc, de temps en temps, on faisait un petit quelque chose. De temps en temps, pour des raisons de consensus, on ne faisait rien. Hein. C'est-à-dire, le consensus est parfois la meilleure des choses. Je suis le premier, je ne suis pas d'accord avec tout, mais j'accepte. Bon, le consensus peut être la meilleure des choses parce que ça nous pousse à avancer. C'est bien. Mais le consensus peut être un frein terrifiant. Moi aussi, j'ai rencontré Macron. Et sur ce sujet-là, alors là, il est encore pire que moi. Hein. Et il dit, dans le fond, non pas vous foutez plus rien, mais vous n'êtes plus, on n'a plus une situation d'entraînement qu'on avait à une époque. Moi, je sais que je suis dans un syndicat, c'est pareil. Moi, quand j'étais président d'une fédération, j'étais tiré, et pas par les plus ardents. Hein. J'étais tiré par les gens qui me disaient tu veux ma mort, tu ne seras pas réélu. Enfin, nous connaissons tous ça. Dans des situations différentes. Alors, moi je crois qu'il y a un cap avec ces ordonnances, on y reviendra peut-être aussi sur les seuils, parce que j'aimerais bien en parler, mais avec les ordonnances, avec ce CSE, avec les possibilités de gestion de carrière pour les représentants syndicaux, avec éventuellement plus de, de formation, y compris de l'encadrement sur le sujet, il y a peut-être une nouvelle ère qui s'ouvre. Si elle ne s'ouvre pas, moi j'en parle, nous avons avec l'Institut de l'entreprise fait une étude sur l'image que les salariés avaient de leur entreprise. Globalement, elle n'est pas bonne. Hein. Globalement, elle n'est pas bonne. C'est-à-dire que les gens sont contents de leur équipe de travail. Ah, ça, ils adorent. Ils n'ont pas voix tort, mais ils adorent l'équipe de travail. L'entreprise, l'établissement déjà, mais l'entreprise, ce n'est pas terrible. Alors, pour moi, c'est ce qui m'inquiète le plus, c'est-à-dire je voudrais, et on parlera peut-être du rapport Sénart et autres sur l'objet social de l'entreprise, mais je voudrais que les salariés, curieusement, s'approprient, entre guillemets, un peu plus le destin de leur entreprise. Sans ça, on ne parviendra pas à faire partager les nécessités de la transformation. Alors, Philippe, quel doit être le virage que va prendre l'organisation syndicale avec des majuscules, hein, puisque tu représentes là les organisations syndicales aujourd'hui, et les représentants du personnel dans ce que Jean-Luc vient d'appeler cette nouvelle ère. Alors oui, c'est une nouvelle ère, puisque c'est une révolution. Et comment on va faire demain pour avoir un bon dialogue social et puis travailler dans l'intérêt de l'entreprise et donc dans l'intérêt des salariés, si cette nouvelle ère nous amène à ça? J'ai parlé avant de professionnalisation. Je pense qu'effectivement, il faut de la professionnalisation. Mais la professionnalisation, ça ne vient pas comme ça ne se décrète pas. Professionnalisation, ça passe par la formation. Il faut former nos militants, il faut former tous les acteurs du dialogue qui dépendent des organisations syndicales. Et la formation, on en fait déjà, mais je pense qu'il va encore falloir en faire un petit peu plus. On avait des DP avant, c'est vrai que les DP, on n'avait pas besoin de les former à tout un tas de choses. Ils étaient sur les problèmes récurrents journaliers des salariés. Là, ce sont des délégués qui vont assister à des réunions où on va leur parler de budget, on va leur parler de stratégie, si c'est pour mettre 14-15 personnes autour d'une table, qu'il n'y en a qu'un ou deux qui comprennent, il n'y aura pas beaucoup d'intérêt. Donc ça veut dire pour nous un sacré challenge. Ça veut dire qu'il faut que tout le monde soit formé. Tous ceux qui sont
autour de la table soient capables de comprendre et soient capables d'apporter quelque chose pour faire avancer justement le débat et pour faire avancer le dialogue social dans l'entreprise. Donc première des choses, c'est effectivement inciter nos délégués à se former. Ensuite, il faut changer l'image du syndicalisme. Mais là aussi, ça a été dit, vous savez, le syndicaliste qui rentre en syndicalisme, si on peut dire, à 22, 23, 25 ans, qui est élu pour une première fois, qui est élu une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, et je pourrais presque aller jusqu'à 10 fois comme ça, c'est-à-dire jusqu'à la retraite. Je pense qu'au bout du bout, il a l'expérience, il a tout, mais quelque part, il est usé, parfois même un petit peu désabusé, et je pense que la plupart du temps, s'il ne veut pas retourner à un poste de travail, c'est qu'il sait que son travail est tellement évolué qu'en retournant à un poste de travail, on va le juger tout de suite sur ses capacités, sur son rendement. Ses collègues vont pouvoir le juger en disant tout compte fait, toi, syndicaliste, ça ne te mène pas à grand-chose parce que à ton poste de travail, c'est pas bon. Donc, il faut absolument, voilà, c'est peut-être dur à accepter, mais accepter que quand qu'on fait du syndicalisme en entreprise, on doit garder aussi un contact avec le poste de travail, avec les collègues. Vous savez, moi, mes meilleures sections, alors ça va peut-être, il y a du monde au salon, mes meilleures sections, mes meilleurs délégués, ce sont ceux qui ne passent pas plus que, un mi-temps, voire 3/4 temps, en dehors de leur poste de travail. Les meilleurs, c'est ceux qui restent une journée, une demi-journée, voire par semaine à leur poste de travail. Et donc, encore une fois, le système actuel, c'est fait pour qu'on en sorte 2-3. Et ces 2-3, donc, en fait, c'est eux qui connaissent tout. C'est eux qui mènent les débats. C'est eux. Et les autres derrière viennent se reposer derrière. Non, c'est pas ça. C'est chacun, quand on est 10, les 10 doivent pouvoir participer, apporter quelque chose. Donc, il ne faut pas que ça péjore la carrière des syndicalistes. Quand on devient permanent, alors, moi, le bémol que je mettrais quand même, après, on a le syndicalisme a besoin aussi de militants pour tenir La boutique. La boutique. Et la boutique, c'est le côté interprofessionnel, c'est le côté fédéral, c'est le côté confédéral, parce qu'on est tous issus des entreprises. Donc là aussi, il faut qu'on sache ménager, et les accords d'entreprise devront aussi peut-être le prévoir, à un moment, accepter de sortir un militant. Ça se fait déjà aujourd'hui. Le sortir pour aller dans l'union départementale, dans la fédération, parce que c'est dans l'intérêt de toutes les entreprises. Mais voilà, tout ça est en train de se mettre un petit peu en place avec le financement des organisations syndicales. Il faut donner les moyens aux organisations syndicales pour, à la limite, est-ce que c'est à l'entreprise de prendre en charge les salaires? Peut-être pas forcément. C'est peut-être aussi à l'organisation syndicale de prendre en charge les salaires. Mais voilà, c'est un petit peu ce qu'on essaye de mettre en place. C'est mis en place pour les TPE. Il y a eu des accords avec l'UDP. L'UDP, il y a un accord qui fait que quand on sort quelqu'un de l'entreprise, c'est l'organisation syndicale qui rembourse ce salaire, mais parce qu'il y a une cotisation au sein de toutes les entreprises pour que ça puisse se faire. Donc voilà, il faut réfléchir à tout ça. Il faut accepter que le monde est en train de bouger et voir comment on peut faire en sorte que on puisse faire, encore une fois, du dialogue social avec des gens qui soient formés, des gens qui ne soient pas péjorés parce qu'ils se seront lancés dans le dialogue social, qu'il n'y ait pas une carrière professionnelle qui s'arrête ou qui soit ralentie à cause de ça. Et je pense que si on arrive à mettre en place tout ça, vous verrez que le dialogue social, pour moi, il est incontournable, mais le dialogue social sera de qualité et on ne pourra plus s'en passer. Et on se mettra même pas, on se posera même plus la question de se dire est-ce qu'il est à bout de souffle? Non, actuellement, il a besoin de se rénover. Donc, rénovons, et ensuite, on verra qu'il est indispensable. Alors, je vais laisser la conclusion à Jean-Luc. Pour cette dernière question, est-ce qu'il n'y a pas aussi de la part de l'organisation, enfin, de la part de l'employeur, on va parler de l'employeur, et je vais là citer un débat qu'on a eu en Alsace avec l'Union patronale en Alsace. C'était, je ne sais plus qui était le responsable de l'UPA là-bas, mais il avait plusieurs boulangeries, et il disait la première fois que j'ai dû avoir un représentant du personnel,
comme j'en voulais pas, je m'y suis pris comme un con et j'ai eu affaire à un con. Et la deuxième fois, je m'y suis pris différemment et j'ai eu affaire à quelqu'un de bien avec qui j'ai pu travailler. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi un travail à faire de la part des employeurs pour ne pas voir le représentant du personnel comme un empêcheur de gérer en rond, mais comme un partenaire social? Parce que les partenaires sociaux, ce n'est pas simplement au ministère du Travail, c'est aussi dans l'entreprise. Oh là là. Non, si vous voulez, moi, un jour, je m'inscrirai à la CFTC parce que j'adhère tout à fait à ce que dit son président. Bon, je crois que nous avons fait du neuf, nous essayons de faire du neuf avec du vieux. C'est-à-dire, on avait des organisations et un mode de travail qui avait 40 ou 50 ans. Bon, le problème, c'est que ce n'étaient plus les mêmes acteurs qu'il y a 40 ou 50 ans. Un patron un peu paternaliste ne fonctionne pas comme un manager international. Bon. Donc, les acteurs ont changé, les outils sont restés les mêmes, on patinait parce qu'on n'avait pas envie de déplaire à nos mandants, parce que nous sommes des élus, figurez-vous. Bon. Là, ça ne marchait plus. Et là, le génie peut-être de Macron, c'est de dire bougez-vous le cul, pardonnez-moi. Mais bon. Si vous voulez, il y a un truc. Je vais prendre un exemple où je parle de formation à mes chers collègues chefs d'entreprise ou encadrement de direction. Je ne parle pas du syndicalisme, mais c'est la même chose. Comme vous le savez, il y a ce qu'on appelle maintenant l'émergence du fait religieux en entreprise. Bon. Alors ça, d'une part, les syndicalistes, quelle horreur, etc. Le fait religieux, n'en parlons même pas. Mes chers amis, je ne suis pas fait pour ça. Je suis fait pour gagner de l'argent, etc., etc. Le problème, c'est que face à cette émergence des faits religieux ou du radicalisme, il faut absolument avoir un encadrement de terrain et des organisations syndicales qui savent ce que c'est qu'une religion. Moi, comme je l'ai dit, je viens de Metz, METZ, hein, donc de Lorraine et de Moselle. Et on vit sous régime concordataire. Donc moi, dans ma jeunesse, j'avais des cours de religion au lycée. Alors, il y avait que 3 religions à l'époque. Il y avait les catholiques, les protestants et les juifs. Mais bon, le peu que je sais sur les religions, je l'ai appris là. Mais je sais des trucs. Et là, au jour d'aujourd'hui, l'encadrement face aux faits religieux, il ne sait rien. Il ne sait rien. Eh bien, toutes choses égales par ailleurs, vis-à-vis du fait syndical, de l'évolution syndicale, de l'histoire du dialogue social, on est dans une situation pas très éloignée. Et avec des patrons, comme je vous l'ai dit, surtout s'ils sont des grands patrons, qui alors là sont satellisés au sens propre du terme. Il faut remettre l'église au milieu du village. Il faut apprendre comment fonctionne l'entreprise, comment fonctionnent les hommes dans l'entreprise. Qu'est-ce que l'encadrement? On a un énorme besoin de formation de l'encadrement, et pas seulement au numérique, hein. Donc, pour moi, c'est positif parce qu'on a plein de choses à apprendre, mais méfions-nous de notre ignorance, d'autres que nous pourraient en profiter. Je crois que c'est une très belle conclusion. Alors, je sais que Philippe a un impératif à la Confédération et que Jean-Luc aussi avait été un peu contraint. Donc, on va les remercier d'être venus nous voir. Des fidèles, parce que aussi bien Jean-Luc que Philippe sont fidèles au salon des comités d'entreprise, et puis aujourd'hui, Solutions RH. Donc on a réussi à faire le lien entre les deux, c'est la première fois, j'espère que ce ne sera pas la dernière. Merci à vous d'être venus, merci aux internautes de nous avoir suivis, puisque cette vidéo sera en ligne dans les prochains jours, et je vous l'enverrai à tous les deux. Et puis on se donne rendez-vous au mois de septembre pour Salon CE, et de nouveau au mois de mars 2019 pour Solutions RH. Merci à tous les deux et à très très bientôt.